Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un retour à l'envoyeur qui va refroidir encore un peu plus les relations entre la France et l'Algérie. Au départ, il y a donc cette expulsion. L'influenceur algérien Doualem renvoyé en avion à Alger pour ses propos haineux diffusés sur les réseaux sociaux. Sauf qu'à l'arrivée, cet homme de 59 ans n'est pas resté très longtemps sur le sol algérien, Jean-Baptiste Marty. Effectivement, à peine arrivé à Alger, entouré de policiers français, l'influenceur n'a pas eu le droit de passer les portiques de l'aéroport. En cause, une interdiction de territoire prise à son encontre au titre d'une loi exceptionnelle de 2008 qui interdit l'accès au pays à tout ressortissant représentant une menace directe. Demi-tour donc, les policiers français obligés de le ramener en France. C'est le droit international où ils ont atterri hier soir tard à Roissy-Charles de Gaulle. Et Jean-Baptiste, que va-t-il se passer maintenant ? L'influenceur Doualem est de nouveau placé dans un centre de rétention administrative au CRA de Ménil-Amelot en Seine-et-Marne. Et cela en attendant son procès le 24 février prochain. Lui qui doit être jugé pour incitation publique à la haine. S'il venait à être condamné à de la prison ferme, il serait obligé de purger sa peine avant toute expulsion. C'est pourquoi, selon une source proche du dossier, des négociations avec Alger vont s'engager d'ici peu pour obtenir un laissez-passer consulaire rapidement. La France entend enfin, par la même occasion, demander des comptes pour comprendre les raisons de ce refus. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 en direct. Et parallèlement à cette affaire Doualem, on apprend qu'une quatrième influenceuse franco-algérienne a été à son tour placée en garde à vue à Lyon pour appel à la haine. Londres a-t-elle baissé les bras face à l'islam radical ? C'est la grande enquête de la rédaction d'Europe 1 ce vendredi. Dans certains quartiers de la capitale britannique, on vit à l'heure de la charia. Le Times en a fait sa une il y a moins d'un mois, signe que le sujet est pris très au sérieux. Selon nos confrères, il existe 82 tribunaux de la charia, une justice rendue par les islamistes en dehors de tout cadre légal. Ces décisions régissent la vie des familles musulmanes, justice parallèle à laquelle de plus en plus de croyants font appel. Enquête de Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Londres. Islamic Sharia Council, peut-on lire en grandes lettres sur un bâtiment de Londres. Entre ces murs, des hommes concluent des mariages et règlent les divorces religieux. Pour un homme, il suffit de prononcer 3 fois le mot divorce. Pour une femme, c'est le parcours du combattant. Shaista Gohir est députée, fondatrice du réseau des femmes musulmanes. Beaucoup de femmes musulmanes nous contactent et se plaignent de ces cours de la charia, comme quand ils prennent beaucoup de temps pour prononcer le divorce, quand ils prennent le parti du mari, même quand il y a des violences conjugales. Ils disent où sont les preuves. 100 000 mariages sont enregistrés devant ces cours dans le pays. Sur 4 millions de musulmans, le phénomène est contenu. Mais Stephen Evans dénonce le glissement au grand jour vers une justice parallèle. Il dirige la National Secular Society qui milite pour une société laïque. Ce qu'ils font, c'est saper le principe fondamental de l'égalité entre les citoyens. L'idée d'une loi unique pour tous. Les personnes qui dirigent les conseils de la charia opèrent à partir d'une version très fondamentaliste et conservatrice de l'islam. Les autorités se heurtent à des décennies de liberté religieuse dans le pays. Leur piste pour faire reculer la charia, rendre le mariage civil obligatoire avant tout mariage religieux, comme en France. Enquête signée Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Londres. Alors, ces tribunaux islamiques parallèles, ils sont consultés, sachez-le, par des musulmans de toute l'Europe et même des États-Unis. Tous les détails dans l'enquête de la rédaction d'Europe 1 tout à l'heure à 7h40. Pour l'heure, 7h04, Europe 1, son témoignage était très attendu. Nicolas Sarkozy s'est exprimé pour la première fois hier à la barre du tribunal. L'ex-président poursuivi avec 11 autres personnes pour un présumé pacte de corruption. Nicolas Sarkozy a réfuté un à un toutes les accusations. Non, la Libye n'a jamais versé le moindre centime d'euro pour le financement de sa campagne présidentielle en 2007. Jacques Serret. À la barre, Nicolas Sarkozy égrène ses chiffres. 10 années de calomnie, 48 heures de garde à vue, 60 heures d'interrogatoire, 10 ans d'enquête et maintenant 4 mois devant le tribunal correctionnel. L'ancien président reprend son souffle. J'affirme que vous ne trouverez jamais, non pas un euro, mais pas un seul centime libyen dans ma campagne. Un silence envahit la salle. Nicolas Sarkozy fixe les procureurs du parquet national financier. Puis il reprend d'un ton sec. J'ai été suspecté d'avoir fait financer ma campagne par Bettencourt. Il faut savoir, c'est Bettencourt ou Kadhafi. L'ex-chef de l'État hausse les épaules, agite ses bras, se tourne vers la présidente. Savez-vous ce qu'ont fait les enquêteurs ? Mon patrimoine a été analysé sur 10 ans. Le patrimoine de ma femme, de mon ex-épouse, de mes enfants et même de ma pauvre mère aujourd'hui décédée. On a trouvé quoi ? On a la preuve de quoi ? Lance Nicolas Sarkozy. L'argent de la corruption, voilà le grand absent du procès, parce qu'il n'y a pas eu de corruption. La voix enrouée, au bord des larmes, il conclut : ce que je dis, je le pense, et ce que je pense, je le démontrerai. Nicolas Sarkozy est loin d'avoir dit
son dernier mot. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Son avis compte, même s'il n'est pas toujours suivi des faits. En plein dérapage budgétaire, la France continue d'alimenter la pompe du quoi qu'il en coûte. Commentaire du président de la Cour des comptes. Il faut y mettre fin une bonne fois pour toutes, Brieux-Bochet. Oui, selon les calculs de la Cour des comptes, il y aurait 4 milliards d'euros d'économies à réaliser d'ici 2027, car des aides exceptionnelles mises en place pendant ou après la crise sanitaire continuent de peser sur le budget de l'État, selon le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Ça fait des années et des années qu'on dit le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Nous montrons que c'est pas fini. Il reste encore des milliards d'euros d'économies qui découlent de ces réponses à des crises qui ne sont plus là. Alors de quoi parlent exactement les sages de la rue Cambon ? Eh bien, par exemple, des aides à l'apprentissage qu'ils recommandent de réserver uniquement aux lycéens. Près de 3 milliards d'euros d'économies à la clé d'ici 2027. Autre exemple, le bonus écologique pour les voitures électriques qu'il faudrait limiter aux véhicules de moins d'1,9 tonne pour réaliser 200 millions d'euros d'économies. Autant d'idées pour soulager la dépense publique et le déficit. Comment peut-on financer l'écologie ou l'éducation avec 70 et peut-être demain 100 milliards d'euros de charges de dette? C'est la raison pour laquelle il faut maîtriser la dette publique. Et la Cour des comptes prévoit un autre rapport en mars, cette fois-ci concentré sur les dépenses de l'assurance maladie. Brieux-Bochet du service économie d'Europe 1. À l'étranger, Donald Trump prépare une rencontre avec Vladimir Poutine pour en finir, dit-il, avec la guerre en Ukraine. C'est Vladimir Poutine lui-même qui en aurait fait la demande, selon le futur président américain. Pendant ce temps, à Los Angeles, c'est toujours la course contre la montre pour sauver ce qui peut encore l'être face à l'avancée de ces murs de flammes. Et au moins 10 morts selon un dernier bilan, 180 000 personnes évacuées ou en cours d'évacuation. Sur le plan matériel, les dégâts sont considérables. Plus de 9 000 bâtiments, on parle de maisons, d'écoles, de commerces réduits en cendres. Europe 1 a pu joindre Christophe Chaud. Il habite Beverly Hills, juste en face de la colline de Pacific Palisades, dévorée par les flammes. Toute la colline complète de feu. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Mais vraiment toute la colline, toute la communauté est vraiment tout à fait détruite. Presque aucune maison qui reste. La qualité de l'air est vraiment très 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 mauvaise. Il faut faire très attention d'être dehors. Il faut porter des masques pour être plus tranquille. On peut pas dormir. On a peur qu'on doit quitter la maison vite fait parce que le feu change avec les vents. On croit qu'on est sécure maintenant, mais on sait pas ce qui va se passer parce que même hier soir, après ça, il y avait un feu ici dans les collines Hollywood de l'autre côté. Ce matin, il y avait un feu à Bel Air dans les collines. Alors, tout d'un coup, il y a un feu qui commence ici, un feu qui commence là. Alors, on n'est pas sûr parce qu'on ne sait jamais où ça va commencer. Le témoignage de Christophe Chou, un habitant de Beverly Hills, joint au téléphone par Guillaume Dominguez. Les incendies de Los Angeles qui rouvrent le dossier du changement climatique. Les conséquences directes ou pas, l'Observatoire européen Copernicus livre son bilan de l'année 2024. Résultat, le seuil des plus 1,5 degrés de température moyenne a été franchi l'an dernier. Cette barre des 1,5 degrés supplémentaires à ne pas dépasser, c'était pourtant l'ambition des accords de Paris signés en 2015. Plus près de nous, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais, maintenus en alerte orange, neige, verglas jusque 10h ce matin. Les températures attendues largement inférieures à 0 cette nuit. Conditions météo difficiles qui ont causé la mort de 2 personnes et provoqué de nombreux accidents de circulation. Enfin, un mot de sport avec le football. 2 matchs ce soir en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Nantes-Monaco et Auxerre-Lille. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.